Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro du podcast Shine Nathalie Guetta-Babourage, qu'on appelle sur les réseaux Nathalie Doc la Luna, pour parler de notre rapport à la vie, de notre santé et de comment reconnecter à notre puissance de guérison. Nathalie Guetta-Babourage est docteure en médecine et coach écoféministe. Après une carrière de médecin de prévention auprès des pompiers de Paris et l'exploration de la santé intégrative dans un groupe de recherche à l'OTAN, elle fonde en 2014 l'Institut de santé intégrative pour un monde plus à l'écoute du vivant et pour créer des ponts entre la médecine conventionnelle et les sagesses anciennes. Nathalie a publié récemment chez Erol le livre « Devenir sa propre médecine » dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de notre rapport au corps et de notre rapport à la vie, de comment se fait-il qu'il y ait tant de destruction des écosystèmes et tant de personnes malades dans le monde alors que nous sommes à la pointe de la technologie. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la médecine de la vie, quelles sont les formes d'intelligence que nous avons et que nous ignorons, quelle est la place de la mort et quelle est la place de la sexualité dans nos vies. Alors bonjour Nathalie et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci pour l'invitation. Alors, dans ton livre, tu parles beaucoup de santé et de la relation que nous avons avec notre corps et avec la vie. Tu es une femme de couleur, ancienne médecin, écoféministe, ayant vécu en France, en Inde, au Portugal, en Guadeloupe. J'aimerais savoir, si tu peux me répondre, c'est une grande question que je vais te poser, mais on va voir comment tu vas réussir à répondre, c'est comment a évolué ta propre relation avec ton corps et avec la vie? En effet, tu vois, pour répondre de manière simple à ta question, je me suis rendu compte que j'avais un corps qui était vivant et doté d'une intelligence il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis que c'est quand même fou pour une femme, pour une médecin qui a passé plus de 15 ans à s'intéresser à la santé, au corps humain, à comment prendre soin de ce corps, de réaliser qu'en fait, je pouvais me connecter à ce corps par différentes manières, mais qu'on ne nous l'a pas enseigné dans notre société. Et les premières fois que j'ai constaté ça, en fait, ça a même été douloureux pour moi, de réaliser qu'il y avait un grand gap. C'est un peu comme si mon schéma corporel, il y avait toute une partie que je n'avais pas connectée. Et quand j'ai commencé à me poser avec cette idée de partager ce chemin de réappropriation de toutes les parts de moi, au moment où je voulais commencer l'écriture du livre, devenir sa propre médecine, ben, je me suis dit, allons visiter tous ces moments de ma propre histoire où j'ai finalement donné le pouvoir à l'extérieur, où je me suis déconnectée de mon corps, et invitons les personnes qui sont sur ces mêmes recherches que moi, qui vont lire le livre, à ensemble aller voir à quel moment de notre humanité nous avons donné le pouvoir à l'extérieur. Nous, nous sommes déconnectés de ces sagesses que nous avons en nous. Et c'est tout un travail de, tu sais, on enlève les couches de l'oignon petit à petit
Et je pense que c'est un travail à faire en douceur, parce que ça peut être violent si on y va vraiment en mode cash, j'ai envie de dire. Et de le faire à plusieurs, ça apporte aussi, de la même manière que notre humanité a vécu pas mal de traumas collectifs, et nous portons encore ces mémoires transgénérationnelles. Je pense que la guérison va venir quand on va se réunir ensemble, en collectif. Mm. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, ça a été, Mm. finalement, c'est encore un work in progress, j'ai envie de dire, cette Mm. reconnexion. Ça me parle complètement parce que je suis moi-même en train d'écrire un livre qui parle de mon rapport à mon corps et je vois plus je travaille sur le livre et plus je cherche à transmettre tout le chemin que j'ai fait pour cicatriser ma relation avec mon corps et pour vraiment être dans mon corps, plus je réalise à quel point j'y suis pas encore en fait. Plus je Mm. réalise à quel point il y a encore tellement d'endroits où je donne encore mon pouvoir à l'extérieur de moi. Et en effet, c'est douloureux. Enfin, c'est pas que c'est douloureux, mais oui, je me dis mince, mince, je pensais que j'avais fait tellement de chemin et en fait, il y en a encore tellement à faire. Donc, c'est un peu, parfois, on se dit mince, puis le temps passe. On se dit mince, j'ai envie quand même de faire ce chemin rapidement parce que j'ai envie de profiter, de vivre ma vie pleinement incarnée en étant vraiment connectée à toute la sagesse et toute la puissance que j'ai en moi. Donc, je connecte tout à fait avec le chemin que tu as fait en écrivant ton livre. Je suis juste derrière toi dans tes traces. Et d'ailleurs, j'ai lu ces derniers jours ton livre et je me suis dit, ah bah alors là, c'est parfait, c'est exactement le genre de livre dont j'avais besoin. Donc, je suis ravie. Donc, dans ton livre, tu dis, je ne suis pas qu'une tête pensante montée sur un corps mécanique. Je suis bien plus que cela. Est-ce que tu veux Ouais. nous développer un petit peu ça? Oui, mais parce qu'en fait, tu sais, je suis née en France, mes deux parents sont indiens, et à l'âge de 10 ans, mon père a décidé qu'on rentre en Inde. Et donc, j'ai été exposée assez violemment aux traditions indiennes, et notamment le fait qu'on éduquait les filles différemment que les garçons. Ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Heureusement, ça change. Et en fait, j'avais compris, moi, pour survivre dans ce milieu très hostile pour les femmes, il fallait que je réussisse selon les critères, les normes de la société occidentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inde, même si aujourd'hui on se connecte à l'Inde avec ses sagesses ancestrales, l'Ayurveda, le yoga, la méditation, mine de rien, l'Inde a aussi comme référence les normes occidentales. Et pour ça, ça veut dire que pour m'assurer une sécurité, être une femme libre et indépendante, j'avais compris qu'il fallait être bonne à l'école. Et donc, j'ai vraiment surdéveloppé cette partie de mon intelligence analytique au détriment des autres, justement. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, pendant mes études de médecine, j'étais vraiment une tête très développée, mais qu'il y avait une déconnexion avec mon corps. Hmm. D'où cette expression. Tout à fait. Alors, tu parlais tout à l'heure des différentes formes d'intelligence. Tu disais mon intelligence analytique était très développée, mais j'avais peut-être un peu oublié les autres. Et c'est vrai que cette intelligence analytique, c'est vraiment celle qui est la plus valorisée par notre société occidentale, hein. On valorise énormément la science, les connaissances, tout ce qui est dans la tête, hein, toute cette intelligence intellectuelle, notre capacité à raisonner, notre capacité à planifier, à structurer, à penser. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les autres formes d'intelligence dont on n'est peut-être pas connecté, qu'on n'active peut-être pas suffisamment? Oui, alors notre société, elle valorise deux types d'intelligence. L'intelligence analytique, comme tu viens de le décrire, et l'intelligence motrice, le passage à l'action. On vit dans une société où la performance est valorisée, et donc ça, en fait, on est tellement conditionné que je pense qu'en tant qu'être humain de manière générale, mais en plus en tant que femme, comme on sort d'un système de survie, on a enregistré le fait que pour réussir, il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense, qu'on planifie et qu'on soit dans l'action. Et je pense qu'on est des milliers et des milliers de femmes dans le monde à avoir intégré ces normes, ces énergies masculines, comme étant la seule possibilité d'épanouissement. Or, quand on plonge dans notre système nerveux, on se rend compte qu'on a aussi d'autres types d'intelligence. L'intelligence sensorielle, l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence finalement liée aux énergies féminines. Parce que c'est ça que j'aime bien en fait dans les traditions ancestrales. Quand on parle d'énergie masculine et féminine, c'est pas genré, c'est pas les hommes énergie masculine, les femmes énergie féminine. C'est en tant qu'être humain. Et pourtant, pourquoi on dit, moi je suis toujours curieuse de dire
pourquoi on dit féminin et masculin? Parce que moi, ça me perturbe beaucoup. Je parle beaucoup aussi de ces deux énergies, du yin et du yang. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a associé l'un au masculin et l'autre au féminin? Alors, mon interprétation, c'est que ces énergies émotionnelles, sensorielles, sensuelles, elles sont en lien avec l'énergie du féminin parce que ça nous demande de recevoir l'information nerveuse. Ça nous demande d'être dans une posture de réceptivité et de recevoir ces infos. Alors que l'énergie, l'intelligence analytique et motrice, l'information, elle fait le chemin inverse. Elle nous permet de manifester dans la matière. Mhm. Et c'est en ce sens que moi, j'interprète. Le féminin, c'est ce qu'on reçoit et le masculin, c'est ce qu'on donne. Mhm. Mhm. Et donc, ces intelligences émotionnelles, sensorielles, intuitives, comment est-ce quel est le chemin pour les comprendre, pour les utiliser, pour les ressentir en nous, pour les activer? Avant de répondre à ta question, je voulais juste dire que c'est intéressant d'observer qu'est-ce qui nous empêche de nous connecter à ces intelligences qui sont là déjà en nous. Et après, on verra justement le contexte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se réveille un matin et on se dit, attends, il y a une partie de moi à laquelle je n'ai jamais connecté. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi est-ce que ces intelligences-là ne sont pas valorisées dans notre société normée? Parce que cette société dans laquelle on vit, elle est dans une forme de contrôle. Elle voudrait nous faire croire que tout est linéaire, prévisible, contrôlable. Ça fait partie de l'ADN de notre société. Or, dès qu'on commence à se brancher dans ces intelligences subtiles, on sort de ce paradigme du linéaire, prévisible et contrôlable. On rentre dans la vie, la nature, qui est tout sauf linéaire. Et donc, ça perturbe le système. Ça l'amène vers son effondrement. Donc, intrinsèquement, on est coupé de ces intelligences-là. Maintenant, ce qui est bien fait quand même, c'est que la vie, c'est toujours trouver le chemin pour nous amener vers ce qui est important pour nous. Et en général, moi, je l'observe auprès des femmes que j'accompagne et je l'ai observé dans ma propre vie. Une rupture, une maladie, le fait de couper avec notre quotidien surchargé, notamment par une tête qui réfléchit, qui pense trop, ça crée une disruption et ça nous oblige à nous poser avec nous-mêmes et nous dire, attends, pourtant j'ai couché toutes les cases, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, je suis rentrée dans le paradigme de la performance, j'ai réussi, j'ai un job. Aujourd'hui, on vit quand même une société, dans une période où on a cette capacité, je ne parle pas pour toutes les femmes dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est encore très compliqué, mais on va dire que de manière générale, dans le monde occidental, on peut se dire qu'on a coché toutes les cases et qu'on a réussi, et malgré tout, il y a comme un vide à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui n'a pas son espace pour s'exprimer pleinement. Et donc, c'est suite à cet événement, cette rupture, que peut-être que on va un peu s'intéresser à prendre soin de soi. On va réaliser que de faire des breaks, d'aller dans la nature, ça nous met dans un autre espace. Puis aujourd'hui, on vit encore une période fantastique, même si c'est difficile, grâce aux réseaux sociaux notamment, et à toute cette accessibilité d'outils de développement personnel qui nous permettent de réaliser que, oui, on a besoin de connecter différemment à nos relations, à comment on est en relation avec soi-même, tu vois, et on va ouvrir cette porte de l'intelligence émotionnelle. De plus en plus de personnes réalisent qu'en fait, elles avaient naturellement cette capacité à se connecter à ses émotions, mais qu'elles l'avaient réprimée parce qu'encore une fois, ça dépasse, parce que c'est pas valorisé par la société. Et en fait, tu sais, tous ces mouvements autour des surdoués, des hauts potentiels, des hypersensibles, pour moi, c'est justement un éveil que de plus en plus d'humains sont prêts à se connecter à toutes ces différentes formes d'intelligence. Tu disais tout à l'heure que dans ton parcours de femme, et quand tu as commencé à écrire ce livre, que tu as réalisé de toutes les fois où tu donnais ton pouvoir à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler de ça? À quoi ça ressemble de donner son pouvoir à l'extérieur? À quel moment est-ce qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur? Tu vois, moi, par exemple, il y a une image qui me revient, un souvenir qui me revient au moment de l'écriture du livre. C'est la première fois que j'ai touché un utérus de femme. J'étais en stage en chirurgie dans un service très célèbre à l'hôpital de Montpellier. Et en fait, ça a été un moment à la fois hyper traumatisant pour moi, mais aussi initiatique.
Parce que la femme qui était sur la table d'opération, on avait à peu près le même âge. Je l'avais vue en consultation quelques semaines avant avec le chirurgien où, comme elle avait des problèmes de fibrome, le chirurgien lui avait dit, bah, écoutez, comme vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, on va faire simple, on va vous enlever l'utérus, comme ça au moins, il n'y aura pas de problème. Et ça m'avait à la fois choquée et en même temps, il y a une partie de moi qui a la petite voix intérieure que j'ai appris à accueillir, qui était arrête de faire des vagues, reste dans le système. De toute façon, toi, ce que tu veux faire, c'est terminer tes études, devenir médecin et être une femme libre et indépendante. Donc, il y a souvent, pendant toutes mes études, pendant tous mes stages à l'hôpital, cette petite voix qui m'a contrainte, qui m'a obligée à dire ne fais pas de bruit, ne commence pas à aller dans tes émotions parce que sinon ça va trop remuer de choses. Tu vas te faire remarquer, tu vas te faire stigmatiser. Et donc je me retrouve au bloc opératoire en train d'écarter le champ opératoire pour que le chirurgien puisse y voir le plus clair possible. Et à un moment donné, il coupe donc les trompes de l'utérus et il me tend l'utérus que je tiens. En fait, c'est très bizarre parce qu'il y a on va dire, mon cerveau analytique qui tient un utérus, tout simplement, un organe, et qui s'apprête à le donner à l'infirmière pour qu'elle puisse l'envoyer au laboratoire. Et puis, il y a une partie de moi, en fait, plus énergétique, plus subtile, où je commence à sentir de la chaleur dans mon propre ventre. C'est comme si mon utérus se connectait à l'utérus de cette femme. Et là, je ne me suis pas autorisée à ce moment-là à vraiment vivre pleinement l'instant présent, à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qui était en train de se passer. Je me suis juste laissée surprendre par l'infirmière qui m'a pris l'utérus et qui a fait ce qu'elle avait à faire. Et c'est beaucoup d'années plus tard, en fait, que je me suis rendu compte que c'était un moment sacré où j'ai laissé le pouvoir à l'extérieur de peur de sortir des cases, de peur de me faire remarquer, alors qu'en fait, pour moi, c'était un moment hyper puissant et que j'aurais pu faire comme un rituel pour que la femme puisse dire au revoir finalement à cet organe qui n'est pas juste un organe. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça quand on s'intéresse au féminin sacré, au corps énergétique, à toutes ces approches, on va dire, subtiles. On a besoin de nous connecter à cette intelligence-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où j'ai donné sans m'en rendre compte mon pouvoir à l'extérieur. Et puis tu t'es dit, voilà, moi, ce que je ressens là, on va me prendre pour une folle, enfin, c'est pas valorisé, je vais pas déranger. Le médecin, lui, le grand ponte, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui, voilà, donc je vais suivre, je vais laisser faire, quoi, comme ça se fait d'habitude. Dans ton livre aussi, tu parles beaucoup de cette distinction entre la médecine de la maladie et la médecine de la vie. Tu prends bien aussi soin d'expliquer que l'objectif n'est pas de créer un conflit entre ces deux médecines, mais au contraire de réaliser que la médecine de la maladie fait partie de la médecine de la vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est à quoi tu fais référence quand tu parles de la médecine de la maladie et à quoi tu fais référence quand tu parles de la médecine de la vie? Oui, bien sûr. Alors, visuellement, pour moi, moi qui suis très visuelle, j'aime bien voir la médecine de la maladie comme un petit cercle que vous pouvez imaginer de la taille d'un pois chiche et qui fait partie intégrante de la médecine de la vie qui serait un grand cercle de la taille de la pièce où vous vous situez. Et je fais référence en fait à ces données que les astrophysiciens nous partagent et puis aussi les experts en physique quantique, c'est qu'en fait, on ne connaît que 0,01% du vivant, la matière. Et finalement, la médecine occidentale s'est surspécialisée sur ces 0,01% du vivant, qui est essentiel, important, bien sûr. C'est pour ça que l'intégratif, pour moi, c'est vraiment comment combiner toutes ces approches. Mais du coup, c'est important de savoir qu'il y a 99,99% du vivant qui n'est pas de la matière, donc on ne sait pas expliquer, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Là, on ne peut pas aller chercher à l'extérieur dans des preuves scientifiques, on va dire en tout cas dans la science conventionnelle, pour essayer de comprendre ce vivant impalpable. C'est là où pour moi, notre cadeau, c'est qu'on a un système nerveux sensoriel qui va nous permettre de ressentir ces 99,99% de vivant et d'en faire notre médecine.
Voilà, tu dis que la science occidentale, donc le vivant, ça serait 0,001 de matière et 99,99% de vide, et que la science, elle étudie le 0,001 et elle étudie donc le corps physique avec l'anatomie, les organes, les cellules, et on a des technologies de plus en plus importantes pour ça, intéressantes pour ça. On a le microscope, le scanner, l'IRM, et donc voilà, on s'est vraiment spécialisé à apprendre et à comprendre ce 0,001%. Mais en même temps, quid du reste, voilà, quid du reste. Et c'est pas parce que c'est du vide et ce ne l'est pas de la matière que ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment. On a tellement entendu dans notre vie, j'ai besoin de le voir pour le croire, ou ça, c'est la réalité, c'est la science. La réalité, c'est la science. C'est ce qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on peut quantifier, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut étudier, en fait. Et tant que ça n'a pas étudié par de la science, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est que ça vaut pas grand-chose. En tout cas, c'est douteux. Exactement, tu fais bien de le dire. Et moi, pour moi, à cet endroit-là, c'est intéressant de voir comment on a donné notre pouvoir à la science. Du coup. Parce que si c'est pas prouvé scientifiquement, c'est douteux. Et là encore, pour avoir pas mal travaillé, justement, tu parlais du groupe de recherche à l'OTAN, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs et de scientifiques dans différents centres hospitaliers, notamment aux États-Unis, qui ont développé des centres de médecine intégrative. Et on se rend compte que même au niveau des recherches, on a énormément de preuves scientifiques sur des pratiques autour de la respiration, de la méditation, de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique. Donc en fait, même si finalement on reste dans les normes scientifiques, on a des choses qui existent. Et pourquoi est-ce qu'elles sont pas plus développées, utilisées, mises en avant si la science a étudié ça et a prouvé que c'était bon pour nous? C'est la question. C'est là où moi qui m'intéresse à la santé intégrative depuis plus de 15 ans, depuis ces 3 dernières années, ça me questionne beaucoup de me dire mais où sont ces espaces où on va pouvoir apprendre aux gens à mieux respirer pour développer leur immunité? Comment est-ce qu'on va pouvoir développer les bains de forêt, par exemple, pour aider les gens à sortir d'une dépression? Pourquoi ça marche toujours pas alors qu'on a des preuves scientifiques? C'est là où je me suis questionnée sur l'histoire de la médecine occidentale. Et je me suis rendu compte qu'intrinsèquement, dans l'ADN de la médecine occidentale, elle est née à l'époque du colonialisme, de l'esclavage, et que c'était un moment où la société était dans une forme de prise de pouvoir sur la nature, sur le corps des femmes. Et donc, pour moi, ma théorie, c'est que structurellement, la médecine occidentale se met au-dessus des autres sagesses ancestrales. Et ma question, parce que j'essaie toujours d'être dans une démarche d'empowerment, c'est OK, une fois qu'on a constaté ça, comment on pourrait faire pour que enfin toutes les médecines se mettent ensemble, en cercle, et qu'on fasse vraiment d'intelligence collective, et qu'on arrête de mettre une médecine qui va valider les autres, sachant que le système d'évaluation scientifique, la science conventionnelle, en fait, c'est qu'une manière scientifique d'évaluer le vivant. Là encore, si on s'ouvre aux sciences humaines, à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la sociologie, ou même à d'autres approches scientifiques plus intégratives, on se rend compte que pas mal de choses qu'on dit même en médecine occidentale ne sont pas scientifiques. Et c'est là où ça ouvre le champ des débats, des oppositions, des conflits, mais aussi le champ des possibilités. Et moi, j'ai hâte qu'on puisse vraiment plonger dedans pour reformater tout ça et faire en sorte que on puisse vraiment, toutes les médecines puissent avoir leur place en mode intégratif et pas qu'il y en ait une qui essaie de prendre le dessus sur les autres. J'aime bien l'expression que tu utilises dans ton livre. Tu dis que pour accéder à notre boussole intérieure, nous avons besoin de décoloniser nos disques durs internes, un héritage de plusieurs siècles de vieux schémas de domination. Voilà, donc c'est de ça dont tu parles, de cette idée que la science, le modèle scientifique occidental est au-dessus et du coup ne nous permet pas d'accéder à toutes les autres sagesses, en fait, et toutes les autres connaissances et tous les autres savoirs sur le rapport à la vie. Donc, tu dis aussi, si on veut incarner le nouveau monde, on ne peut plus faire l'impasse sur certaines choses comme l'invisible, le corps, le sacré, les énergies et la spiritualité. Est-ce que tu peux nous développer cette idée? Oui, et je voudrais bien ajouter aussi la mort,
puisque tu en avais parlé au Oui, début du oui. podcast, tous ces sujets-là qu'en fac de médecine et à l'hôpital, on n'aborde pas parce qu'on dit que c'est séparé, que ça appartient à la personne ou que ça n'existe pas, alors que ça fait partie intégrante de la vie. Et pour moi, si on revient à la notion, à la définition de la santé, pour moi, c'est pas l'absence de maladie. Parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient une maladie parfois grave, chronique, mais qui étaient dans un état de vitalité où tu te dis, mais en fait, elle est super alignée dans ce qu'elle est en train de traverser, de vivre. Elle est en train de créer un espace de guérison. Alors qu'à l'inverse, des personnes qui, d'un point de vue médecine occidentale, sont en bonne santé, sur leur visage, ça se sent qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Mhm. Moi, la santé, c'est un retour à la plénitude, à toutes les parties de soi, à l'intégration de toutes les parties de soi. Et donc, pour moi, si tu prends pas le temps d'accueillir ta spiritualité, ta dimension subtile, tes énergies, le fait que nous sommes des êtres mortels, ben, il y a toute une partie de nous, de notre potentiel, de nos ressources qui est étouffée et qui Mhm. nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et du coup, on va continuer à reproduire des anciens schémas de domination, de dominer. On va continuer à donner notre pouvoir ou à prendre le pouvoir sur les autres. Et à un moment donné, d'avoir la sagesse de se poser et de se dire, OK, maintenant, je vais prendre le temps d'accueillir toutes ces parts de moi qui ont besoin d'être dans la lumière, dans un processus d'accueil inconditionnel, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est ça aussi un chemin de santé. Mhm. Et dans ton livre, hein, tu nous interpelles en disant, en nous appelant et disant, toi, femme médecin, toi, homme médecin. Donc, tu nous appelles vraiment à reconnecter avec notre pouvoir de guérison intérieure et avec le fait que nous sommes notre propre médecine. Mm. Ça m'a interpellée. Moi, je me suis dit, ah, moi, femme médecin, ben, non, j'ai toujours pensé que ça pouvait pas être moi. J'ai pas. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire qu'est-ce qui fait qu'on a oublié? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien utiliser le terme femme médecine et homme médecine, un peu en référence aux sagesses amérindiennes. On Mhm. utilise beaucoup ce terme. Euh, c'est vrai que dans mes études médicales classiques, en fait, on parle de l'effet placebo, qui est la capacité d'auto-guérison que tout être humain a, parce qu'on a développé cet effet placebo pour justement créer des études et voir l'efficacité d'une molécule versus un groupe qui aurait une molécule qui n'aurait pas d'action. Et on se rend compte qu'en fait, des personnes qui prennent une molécule, on va dire du sucre, peuvent aussi se guérir. Et parfois, autant que le groupe qui prend une molécule active, voire même plus. Donc, on utilise ce phénomène comme juste un référentiel pour valider une molécule. Mais ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est de se dire, en fait, on a cette capacité d'auto-guérison. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout guérir soi-même. Mais pourquoi ne pas utiliser ce potentiel au quotidien? Pourquoi attendre d'être malade déjà pour développer ce potentiel, cette boussole intérieure? C'est là où, pour moi, toutes les sagesses ancestrales, et quelles que soient les cultures, parce que tous les peuples ont cette sagesse, cette connaissance, que nous sommes notre propre médecine. Plus on va se rebrancher à notre état naturel, connecté à la nature, à nos cinq sens, à nos capacités on appelle ça l'homéostasie en fait, finalement, d'un point de vue scientifique. Notre corps est capable de s'auto-réguler face aux différentes variations de l'extérieur, de l'intérieur, face à tout ce qu'on est en train de vivre en tant que collectif humain. Et, et en fait, plus on va laisser de l'espace à cette médecine intérieure, plus on va s'auto-réguler, s'harmoniser. Et encore une fois, pour moi, c'est un travail à la fois individuel et collectif. Mhm. Mhm. Et ce qui émerge en moi quand tu parles de ça, c'est personnellement, hein, pour moi dans ma vie, je sens un appel hein, à tout ça, à vraiment plonger beaucoup plus loin là-dedans. Et il y a cette espèce de pression du temps et de la productivité et de se dire, mais ça va, de se dire, si, ça va prendre du temps pour moi de reconnecter à ma propre médecine. Et j'ai besoin de faire de la place et j'ai besoin de faire du vide, en fait, vraiment de faire du vide, de ce brouhaha pour pouvoir entendre l'inaudible, voir l'invisible, justement, ce 99,9, 99%, quoi, cet inaudible, cet invisible, ce vide, pour pouvoir connecter à tout ça, bah, il va falloir que
que je ralentisse ma vie et que je prenne des temps où je suis pas à mon ordinateur, où je suis pas en train de travailler, où je vais effectivement dans la nature, où je me décroche en fait. Et je trouve ça pas facile parce que il y a vraiment une pression sociale à produire, à gagner de l'argent et puis une pression réelle, hein, faut payer l'emprunt de la maison. Et puis tous ces drames qu'on voit dans les médias qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de se retirer dans la nature et parce qu'il y a des problèmes à régler, quoi. Il faut aller régler les problèmes. Ouais, merci pour ton partage. C'est sûr que c'est pas un chemin de toute facilité. Sinon, je veux dire, s'il y avait une recette magique, je pense qu'on aurait été nombreux à la tester. Là encore, je trouve que c'est intéressant de dézoomer un peu et de réaliser que oui, on est soumis à cette pression de notre société, à cette temporalité linéaire, justement, ce chronos que notre société a créé. Mais en même temps, on n'est pas obligé de tout faire, tout changer d'un seul coup. On peut se questionner sur est-ce que j'ai vraiment besoin de découvrir les 99,999%. Moi, ce qui m'aide, les moments où je sens cette pression revenir, c'est de me dire qu'en fait, le plus important, c'est le chemin. C'est chaque petit pas que tu vas faire. Chaque instant que tu vas déguster, de revenir à l'intérieur de toi, de revenir dans cette phase de silence. Même si l'heure d'après, tu vas être dans les bouchons, dans les embouteillages, en train de répondre à des demandes extérieures. En fait, ça fait partie de la vie. En tout cas, ça fait partie de notre incarnation. On a choisi de s'incarner ici et maintenant à une ère où la technologie est très présente, où Internet est très présent. Comment est-ce que je vais jouer avec? Tu vois, de mettre un peu de légèreté, de jeu, J-E-U, moi, ça m'aide beaucoup. Et de me dire qu'en fait, c'est un bout de chemin que je vois là, en tant qu'être humain incarné, et que c'est comme une spirale créative. Je lance le mouvement, je pose un pas après l'autre, et puis à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses, même si parfois le mental a l'impression de revenir à la case départ, ou tu disais à un moment donné, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi, j'ai enlevé les couches de l'oignon, et puis là, bam, de nouveau, ça revient. J'ai l'impression que j'ai tout recommencé à zéro. Quand vous avez ces sensations-là, moi j'ai envie de vous dire non, en fait, c'est le mental qui a l'impression de revenir au même endroit, mais non, vous êtes déjà à un autre endroit. En tout cas, au niveau de votre être, vous avez appris des choses, vous avez intégré de nouvelles informations, vous avez enlevé des informations qui ne vous nourrissaient plus. C'est vraiment un work in progress. Et genre, tu vois, c'est moi ce que je t'invite à faire et je nous invite à faire, c'est de savourer chaque moment, chaque petit pas. Ça m'a beaucoup parlé, tu parles dans ton livre des différentes, de notre rapport au temps, en fait, et qu'on a tendance à être beaucoup connecté au chronos, à ce fameux temps qui va toujours de l'avant, qui est linéaire, et en fait, tu nous invites aussi à explorer les autres formes de temps. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, moi, c'est les Grecs qui ont défini ces différentes temporalités, mais on les retrouve encore une fois dans toutes les sagesses du monde. Les Grecs parlent de haïon, les temps cycliques, les temps de la nature, que ce soit les saisons, le rythme jour-nuit, ou en tant que femme, on a aussi des cycles. On est très connecté à la lune. Donc, c'est intéressant d'aller visiter cette autre temporalité pour voir à quel endroit est-ce que il y a des moments peut-être où on peut plus lever le pied d'accélérateur pour aller goûter à ces énergies, cet invisible. Alors qu'à d'autres moments, notre physiologie est plus à même d'être dans ce rythme plus linéaire. Il y a Kéros, le temps des synchronicités. Là, si on s'intéresse à la physique quantique, c'est une temporalité qui nous parle, hein, tu sais, comme les heures miroirs ou le fait de penser à quelqu'un et dans les heures qui viennent, la personne vous envoie un texto, vous appelle, vous la voyez en vrai, enfin tous ces hasards qui n'en sont pas, en fait. Ces petits signaux qui nous, en tout cas pour moi, qui nous rappellent que on est au bon endroit au bon moment, que même si le mental ne sait pas trop où il va, il y a une boussole à l'intérieur de nous qui s'allume et qui se dit, vas-y, fais confiance. Il y a un truc qui est en train de se passer. T'appelles ça le kéros, hein, c'est ça? Ouais. Oui, ça c'est vraiment un temps où on a l'impression qu'il traverse des dimensions, en fait, qu'il est, il est pas linéaire vers l'avant, mais il est presque horizontal. Moi, je le verrais comme ça, tu vois, Voilà, enfilé. voilà. Il y a plusieurs réalités qui se chevauchent, tu vois, c'est là où ça devient hyper fascinant, en fait, quand tu rentres. C'est presque des scénarios de science-fiction, mais moi, j'y crois vraiment hein, aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs réalités qui existent
dans le champ quantique et qu'on peut choisir d'habiter pleinement une ou plusieurs réalités sans devenir schizophrène, mais en étant, tu vois, au-delà du continuum passé, présent, futur. Moi, je me connecte régulièrement à ma moi du passé, à la petite Nathalie, dans des moments justement où elle s'est sentie coupée, déconnectée, seule. Et je la connecte avec de l'amour, je la rassure. Et une partie de moi sait que la petite Nathalie reçoit ça. De la même manière, je me connecte à la Nathalie du futur, qui a cheminé, qui a osé, qui est sortie de sa zone de confort plusieurs fois, dans les moments de doute, en me disant, bon, c'est flou en ce moment, mais je sais que la Nathalie du futur, elle est là, elle veille sur moi. Et vraiment, amusez-vous comme ça, à un peu du retour vers le futur, de jouer avec les différentes versions de vous et de vous rendre compte que là aussi, ça apporte une forme de complétude. Oui. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai vécu des moments comme ça où je dis, j'ai l'impression que j'étais dans une autre dimension, quoi. Qu'il y a des choses qui se sont passées qui, linéairement, ne devaient pas se passer, en fait. Ouais. Et elles se sont passées horizontalement. C'est très intéressant. Alors, j'ai encore plusieurs sujets que je voudrais aborder avec toi. Un, il y a une chose importante dans ton livre, tu parles de l'être humain est construit comme la nature pour vivre en harmonie avec elle, tout simplement parce qu'elle est son prolongement. Et tu poses aussi une question, de cette fameuse question de comment se fait-il qu'il y ait tant de destruction des écosystèmes et tant de personnes malades dans le monde alors que nous sommes à la pointe de la technologie. Donc, tu fais un lien entre notre crise écologique et notre crise de la santé, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Quel est le lien pour toi entre la santé des humains et la nature? Ben, tu sais, plus on avance, plus j'ai du mal à comprendre qu'on a séparé l'écologie de la santé. Parce que pour moi, c'est la même énergie. Prendre soin de soi, c'est la même énergie que prendre soin des autres et de prendre soin de la planète. Parce que on est tous des êtres vivants, que ce soit les végétaux, les animaux, les minéraux, les humains, les non-humains. Enfin, il y a... Et, et tant qu'on n'a pas retouché à cette dimension, que tout ça, c'est une même énergie, ben, on va diviser nos énergies en mode... eh ben, dans l'écologie, on devrait faire ça, dans l'agroalimentaire, on devrait faire ça, dans la politique, on devrait faire ça, dans la santé et la médecine, on devrait faire ça, dans l'éducation, on devrait faire ça. Tu sais, j'avais vécu une expérience de 6 mois à l'époque où j'habitais encore Paris, à l'Institut des futurs souhaitables, qui est un bel espace justement d'imaginer des futurs possibles ensemble. Et ce qui m'avait choqué justement, c'est qu'on séparait les différents domaines, alors que pour moi, c'est des séparations arbitraires, artificielles. Et que si déjà, chez les enfants, on apprenait à se reconnecter à sa boussole intérieure, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui en termes de crise écologique, en termes de crise sanitaire, en termes de quel que soit le domaine, en fait. On aurait des adultes qui seraient alignés et qui seraient capables de se connecter au tout. Même si parfois on a besoin de spécialiser son point de vue dans tel ou tel domaine. Mais on a aussi besoin d'intégrer. C'est là où, pour moi, la médecine intégrative m'a appris à développer une vision intégrative au-delà de la médecine. C'est que plus on va être capable d'avoir cette vision systémique et spécialiste, les deux ensemble, plus on va pouvoir avancer vraiment main dans la main avec tous les écosystèmes. Et tu dis quelque chose dans le livre qui est évident et pourtant, je ne sais pas, ça m'a profondément touchée. Tu dis, on est lié à la nature, rien que le fait de respirer. On respire l'oxygène. Il vient d'où cet oxygène qu'on respire sans lequel on ne pourrait pas vivre? Donc, il vient d'où cet oxygène qu'on respire? Et quand quand on expire, où est-ce qu'il va? Il va bien dans la nature. Il fait bien partie du cycle. Notre respiration fait partie du cycle de la nature. Et c'était tellement simple pour faire ton point, en fait. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien vu de nous parler de ça, parce que là, on voit tout de suite le lien entre la santé et le corps humain et les humains et la nature. Oui, et là encore, les sagesses ancestrales nous le rappellent, en fait. Le fait qu'on est dans la continuité de la nature, on est la nature. Et là encore, tu vois, historiquement, autour des années 1500, au moment où il y a eu ce mouvement de colonialisme, de exploration d'autres parties du monde à coloniser et à contrôler, à exploiter, c'est là où l'humain, en fait, est coupé de la nature. Il s'est séparé en disant, moi, je suis au-dessus de la nature, et donc je vais extraire ces ressources. Et je pense qu'on est en train de vivre un mouvement inverse où justement de plus en plus d'humains se réveillent et se disent, on fait partie de la nature, en fait.
Elle va survivre à toutes ces crises. Par contre, nous, est-ce qu'on a envie de survivre, de nous épanouir, ou est-ce qu'on, comme les dinosaures, on va disparaître? Je suis en train de lire un livre en ce moment qui est magnifique, que tu connais peut-être, qui s'appelle Braiding Sweetgrass, en anglais. Alors, j'ai pas le nom de l'auteur là, malheureusement, sous les yeux. Ah si, je dois l'avoir là. Je suis désolée de parler de son livre et de ne pas la nommer. Est-ce que je vais réussir à la nommer? Ah zut, j'ai pas son... Bon, je mettrai dans les notes, hein, parce que c'est ma fille qui a recouvert le livre et du coup, il n'y a plus la couverture. Donc, je n'ai pas l'auteur, malheureusement, mais c'est une femme native américaine qui donc, elle, quand l'Amérique a été colonisée, hein, et que donc les tribus des Native Americans, en fait, se sont fait décimer, et tous ces enfants, tout le monde a été envoyé à l'école parce qu'il y avait que l'école qui était quelque chose qu'il fallait valoriser, il fallait absolument éduquer et ces populations barbares. Enfin, voilà, et donc petit à petit, en fait, toutes les connaissances. Aujourd'hui, on arrive à un point où les connaissances de toutes ces populations, en fait, sont en train de disparaître parce qu'elles n'ont pas été transmises. Et donc, il y a vraiment un appel et une urgence de transmettre tous ces savoirs, de transmettre toute cette sagesse, en fait, ancestrale, qui a été stoppée à ce moment-là parce qu'on a absolument voulu envoyer les enfants à l'école. Et je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais en fait, on a formaté, on a décidé qu'est-ce qui méritait d'être appris et qu'est-ce qui ne méritait pas d'être appris. Et donc, je trouve ça intéressant. Et donc, justement, toutes ces connaissances étaient très, très centrées sur la nature, sur notre connexion à la nature, notre connexion au cycle, à ce fameux 99,99%. Ok. Alors, le temps passe et j'ai encore deux, trois questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu peux nous parler de la mort? Comment, dans ta vision, quelle est la place de la mort dans nos vies? La mort, c'est justement une porte ouverte vers les 99,999% du vivant, j'ai envie de dire. Et moi, ça m'a énormément manqué de ne pas explorer cet espace-là pendant mes études et après en tant que médecin. Parce que je me rends compte que, encore une fois, le fait de ne pas nommer les choses, de faire comme si elles n'existaient pas, ça crée une souffrance et un vide intérieur qui fait qu'on ne sait pas et que le mental n'aime pas le vide et il va commencer à remplir de croyances, de peurs, de blessures, de doutes. Alors qu'en fait, si, encore une fois, en se référant aux sagesses ancestrales, si on intégrait la mort comme faisant partie de la vie, si on intégrait finalement toutes les petites morts qu'on vit dans une vie, c'est pas juste la disparition d'un être cher, la mort, c'est aussi accepter la mort d'une partie de soi quand on termine une transition, quand on commence un nouveau cycle. C'est accepter la mort d'une relation, accepter la mort d'un désir, d'un souhait qu'on avait parce que c'est plus aligné avec nous. Le fait d'apprendre à mourir à soi, j'ai envie de dire, ça nous permet de renaître. Et c'est pas juste philosophique. Je pense que ça doit te parler parce que tu expérimentes pas mal de pratiques, t'accompagnes aussi autour de ces sujets-là. Le fait de vivre dans sa chair, ces apoptoses, ces morts cellulaires, ça crée d'espace pour réactualiser ce qui est juste pour nous aujourd'hui et d'inviter dans notre vie des éléments, des informations, des relations, des rencontres, des projets qui sont qui nous sommes aujourd'hui. Et en fait, c'est indispensable parce qu'on peut pas juste remplir et accumuler. Et tu vois, ce rêve du transhumanisme, d'être immortel, pour moi, c'est vraiment un rêve de gamin, quoi. Parce que moi, je rêve pas personnellement de vivre 500 ans et il y a quelque chose pour moi qui est non naturel. Et j'aime bien citer Christiane Singer, souvent dans cette question de la mort, qui est quand elle, à un moment donné, elle se promenait dans un parc en automne et elle voit une belle feuille rousse qui est pas loin de mourir, de quitter l'arbre. Et elle nous rappelle que pour cette feuille, certes, elle est en train de mourir en tant qu'unité, mais elle fait partie de l'énergie, de l'entité de l'arbre. Et même si elle retourne à la terre, l'arbre sera toujours présent. Et elle sait qu'au prochain cycle, son énergie va réapparaître sous forme d'un bourgeon, d'une fleur, d'un fruit. Et je pense que pour l'humain, de nous rappeler ça, ça nous permet de lâcher sur certaines choses qu'on a peut-être encore envie de contrôler parce qu'on se croit immortel alors qu'on ne l'est pas. Oui, ou on a tellement peur de la mort, mais en fait, on a surtout peur de vivre et on ne s'en rend pas compte. C'est intéressant, ouais.
J'ai décidé, moi, personnellement, de me former à ça, hein. J'ai fait une formation pour devenir death doula, donc pour accompagner la mort, en fait, parce que notre société a considéré la mort comme un échec. Et Mm. donc, on a tellement poussé la médecine, on veut repousser la mort au plus loin, et du coup, la mort est un échec. Or, s'il y a bien un point commun qu'on a tous sur cette terre, c'est qu'on va tous mourir. Ouais. Et en tant que communauté, en tant que société, il y a vraiment quelque chose de puissant de faire rentrer la mort dans nos vies. Mm. Et quelque chose de guérissant aussi. Parce que je pense que quand on relègue la mort à la morgue et aux hôpitaux et que dès que quelqu'un meurt, il est sorti par la porte de derrière et surtout, voilà, on, faut pas montrer ça, quoi. Ben, Mm. en fait, là, on se coupe de notre 99,999% parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant et de tellement magique et de tellement guérisseur dans le fait d'accueillir la mort et d'entourer la mort et de vivre la mort et de traverser la mort d'un proche, d'abord de tous les proches et puis après la nôtre. Et c'est intéressant, tu parles d'aide de doula, puisque moi, en fait, je pense que vraiment, on a besoin de réapprendre à comment honorer les deux passages, la naissance et la mort. Mhm. Je pense que si on arrivait déjà à insuffler ça dans notre société, ça changerait énormément de choses. D'honorer une âme qui a décidé de s'incarner et d'honorer une âme qui a décidé de partir. Mhm. Mhm. Super. Mm. Et une dernière question pour toi, c'est comment tu envisages et comment tu vois la place de la sexualité dans nos vies? Euh, Là encore, comme on a tous segmenté, on a l'impression que la sexualité, c'est à part. Et j'ai envie de dire, en médecine, c'est le mauvais élève. Je me rappelle dans mes consultations, à l'époque où j'étais en cancérologie, en stage, je trouvais ça bizarre qu'on ne pose pas la question aux personnes qui suivaient une chimiothérapie ou un traitement lourd, comment elles se sentaient au niveau de leur sexualité. Je me rappelle même un oncologue qui m'avait dit, oui, mais ça, non, on va laisser ça au psy, c'est le psychologue qui va gérer ça. Moi, je m'occupe des cellules cancéreuses, du traitement. Et alors qu'en fait, tu vois, moi, quand je me reconnecte à l'Ayurveda et à toutes les sœurs, les disciplines sœurs de l'Ayurveda, comme le Tantra, qui serait l'équivalent du Tao, du taoïsme dans les pays comme la Chine, notre énergie de vie, elle est générée par notre connexion à nos premiers chakras, et notamment le chakra sacré, le chakra de la sexualité. Et cette énergie de vie qui traverse nos organes sexuels, que ce soit les testicules ou les ovaires, elle fait on se sent vivant, qu'on se sent vibrant. Et du coup, la sexualité fait partie intégrante de notre vie et de comment est-ce qu'au quotidien, on prend soin de ces énergies qui nous traversent. Donc Mhm. pour moi, il n'y aurait même pas besoin de scinder. Ça fait partie de nous. Et encore une fois, on est dans un conditionnement où la sexualité, ce serait en couple avec un homme ou une femme ou une autre personne. Ça, c'est une manière de vivre sa sexualité, mais peu importe. Le plus important pour moi, c'est déjà de reconnecter à soi avec soi-même à travers cette énergie sexuelle. Mhm. Et Et de s'ouvrir à l'idée que on a enfermé la sexualité dans la case de c'est le truc tabou. Or, en fait, avec notre sexualité est directement liée notre force de vie, notre chi. exactement. Et notre capacité, avec notre chi, il y a notre force créatrice. Et en fait, il y a énormément de choses auxquelles on accède. Et aussi, quand on parlait de nos intelligences sensorielles, nos intelligences intuitives, notre capacité à ressentir les choses. Je pense qu'à travers notre sexualité, personnellement, on développe une capacité à ressentir, on développe une capacité à entendre l'inaudible, à voir l'invisible, et parce que c'est une expérience corporelle de connecter à tout ça. Et si on est coupé de notre corps et si on n'a pas appris à ressentir, parce que beaucoup de personnes ont du mal à ressentir le plaisir, à être présent au plaisir, à accepter le plaisir. Et parce qu'on a catégorisé que le plaisir était bas, que le plaisir était sale, que tous les jugements, et notamment les jugements pour les femmes, hein, que si elles s'intéressent au plaisir, ce sont des salopes, ce sont pas des femmes pures. Donc il y a tout ce bagage, en fait, qui fait que du coup, on met ça de côté. Et comme tu disais au début de ce podcast, on se préoccupe à mettre en œuvre notre intelligence analytique, à être intelligente et à faire des choses, notre capacité à faire. Et on met de côté notre capacité à ressentir, notre capacité à se laisser traverser par cette énergie, cette énergie de notre sexualité. Et je Mm. trouve qu'à travers notre sexualité, pour moi personnellement, je trouve que c'est un très bon espace pour explorer et pour apprendre à développer toute cette dimension de notre vie.
Ouais. Est-ce que tu veux que je te partage moi, mon rêve que Oui. j'ai quelques jours? J'ai participé à un soin de l'utérus il y a quelques jours où on était plus de 400 femmes connectées sur Internet avec cette médecine de l'utérus, avec cette connexion à notre yoni qui, en sanskrit, c'est, on va dire, nos organes sexuels, mais pas que physiques. C'est au-delà de notre corps physique, c'est toutes nos énergies créatrices et te dire la force que ça nous procure de nous connecter à cet espace de créativité, relié, j'ai envie de dire, à la yoni cosmique. C'est vrai que ça peut paraître un peu perché comme ça, mais mine de rien, cette énergie qui a été nécessaire pour créer l'univers, pour créer toutes ces étoiles et pour créer la vie sur Terre, on la détient en nous aussi, en tant Hmm. qu'être créateur, en tant qu'être créatrice aussi, en tant que femme avec un utérus. Qu'on ait un utérus ou pas d'ailleurs, énergétiquement, on a toutes cet espace de créativité. Et moi, mon rêve, c'est que toutes les femmes puissent se connecter à cet espace créateur qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui en tant que collectif. Hmm. Hmm. On va clôturer cet épisode, mais il y a quelque chose que j'ai pas nommé, mais que tu as, toi, exprimé à plusieurs reprises, et je voudrais pointer un petit peu et zoomer dessus. C'est l'importance d'être dans le collectif et de se dire, quand je parlais tout à l'heure de la difficulté à prendre du temps pour moi, pour me retirer, d'être dans la nature, alors que j'ai cette pression de tout ce que je dois produire et tout ça, de peut-être ne pas tomber dans le piège de vouloir tout faire toute seule, de vouloir faire ce chemin toute seule, et au contraire de réaliser que si à différents moments je prends rendez-vous avec d'autres personnes pour me retrouver et pour faire un rituel de l'utérus ou pour faire un stage ou pour faire quelque chose, ça peut aussi vraiment me permettre d'aller plus loin et de pas être seule, et puis de connecter avec cette puissance parce qu'on vit quand même avec cette croyance qu'on est séparé alors qu'en fait on ne l'est pas, et donc de connecter avec cette union avec d'autres. Je crois que ça peut être une très bonne piste pour les personnes qui nous écoutent, de savoir qu'on n'est pas obligé de faire ce chemin seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul à notre propre rythme, de chez nous, quand ça nous convient. Et il y a aussi des moments où ça peut être très puissant de se retrouver dans le collectif. Alors Nathalie, on va clôturer cet épisode. Où est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent te retrouver? Alors, je suis assez fan des réseaux sociaux, donc sur Instagram, Nathalie Doc La Luna. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Danse avec le chaos, qu'on peut retrouver dans toutes les plateformes d'écoute. Et sinon, là, je consacre toute ma partie créative à mon école qui s'appelle la Tribe Empowering School, où je crée des espaces justement de connexion, d'empuissancement pour les femmes qui veulent se réapproprier leur magie. Et donc, c'est sur mon site, la Tribe Empowering School. Super. Merci beaucoup, Nathalie. À très bientôt. Avec plaisir. Merci, Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.